Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Le Rouge et le Noir, chronique du XIXe siècle. Par Stendhal. Volume 1er. La vérité, l'âpre vérité d'Anton. Chapitre 1er, une petite ville. Thousands together, less bad, but the cage less gay. Hobbes. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Ces maisons blanches avec leurs toits pointus de tuiles rouges s'étendent sur la pente d'une colline, dont des touffes de vigoureux châtaigniers marquent les moindres sinuosités. Le Doubs coule à quelques centaines de pieds au-dessous de ces fortifications bâties jadis par les Espagnols, et maintenant ruinées. Verrières est abritée du côté du nord par une haute montagne, c'est une des branches du Jura. Les cimes brisées du Véra se couvrent de neige dès les premiers froids d'octobre. Un torrent, qui se précipite de la montagne, traverse Verrières avant de se jeter dans le Doubs et donne le mouvement à un grand nombre de scies à bois. C'est une industrie fort simple et qui procure un certain bien-être à la majeure partie des habitants plus paysans que bourgeois. Ce ne sont pas cependant les scies à bois qui ont enrichi cette petite ville. C'est à la fabrique des toiles peintes, dite de Mulhouse, que l'on doit l'aisance générale qui, depuis la chute de Napoléon, a fait rebâtir les façades de presque toutes les maisons de Verrières. À peine entre-t-on dans la ville, que l'on est étourdi par le fracas d'une machine bruyante et terrible en apparence. 20 marteaux pesants, et retombant avec un bruit qui fait trembler le pavé, sont élevés par une roue que l'eau du torrent fait mouvoir. Chacun de ces marteaux fabrique, chaque jour, je ne sais combien de milliers de clous. Ce sont de jeunes filles fraîches et jolies, qui présentent au cou de ces marteaux énormes, les petits morceaux de fer qui sont rapidement transformés en clous. Ce travail, si rude en apparence, est un de ceux qui étonnent le plus le voyageur qui pénètre pour la première fois dans les montagnes qui séparent la France de l'Helvétie. Si en entrant à Verrières, le voyageur demande à qui appartient cette belle fabrique de clous qui assourdit les gens qui montent la grande rue, on lui répond avec un accent traînard, et « elle est à monsieur le maire ». Pour peu que le voyageur s'arrête quelques instants dans cette grande rue de Verrières, qui va en montant depuis la rive du Doubs jusque vers le sommet de la colline, il y a 100 à parier contre un qu'il verra paraître un grand homme à l'air affairé et important. À son aspect, tous les drapeaux se lèvent rapidement. Ses cheveux sont grisonnants, et il est vêtu de gris. Il est chevalier de plusieurs ordres, il a un grand front, un nez aquilin, et au total sa figure ne manque pas d'une certaine régularité. On trouve même, au premier aspect qu'elle réunit à la dignité du maire de village, cette sorte d'agrément qui peut encore se rencontrer avec 48 ou 50 ans. Mais bientôt le voyageur parisien est choqué d'un certain air de contentement de soi et de suffisance, mêlé à je ne sais quoi de borné, et de peu inventif. On sent enfin que le talent de cet homme-là se borne à se faire payer bien exactement ce qu'on lui doit, et à payer lui-même le plus tard possible quand il doit. Tel est le maire de Verrières, monsieur de Rênal. Après avoir traversé la rue d'un pas grave, il entre à la mairie et disparaît aux yeux du voyageur. Mais 100 pas plus haut, si celui-ci continue sa promenade, il aperçoit une maison d'assez belle apparence, et à travers une grille de fer attenante à la maison, des jardins magnifiques. Au-delà, c'est une ligne d'horizon formée par les collines de la Bourgogne, et qui semble faite à souhait pour le plaisir des yeux. Cette vue fait oublier au voyageur l'atmosphère empestée des petits intérêts d'argent, dont il commence à être asphyxié. On lui apprend que cette maison appartient à monsieur de Rênal. C'est au bénéfice qu'il a fait sur sa grande fabrique de clous, que le maire de Verrières doit cette belle habitation en pierre de taille qu'il achève en ce moment. Sa famille, dit-on, est espagnole antique, et à ce qu'on prétend, établie dans le pays bien avant la conquête de Louis X. Depuis 1815, il rougit d'être industriel, 1815 l'a fait maire de Verrières. Les murs en terrasse qui soutiennent les diverses parties de ce magnifique jardin qui, d'étage en étage, descend jusqu'au Doubs, sont aussi la récompense de la science de monsieur de Rênal dans le commerce du terre. Ne vous attendez point à trouver en France ces jardins pittoresques qui entourent les villes manufacturières de l'Allemagne, Leipzig, Francfort, Nuremberg, etc. En Franche-Comté, plus on bâtit de murs, plus on hérisse sa propriété de pierres rangées les unes au-dessus des autres, plus on acquiert de droit au respect de ses voisins. Les jardins de monsieur de Rênal, remplis de murs,
sont encore admirés parce qu'il a acheté au poids de l'or certains petits morceaux de terrain qu'ils occupent. Par exemple, cette scie à bois, dont la position singulière sur la rive du Doubs vous a frappé en entrant à Verrières, et où vous avez remarqué le nom de Sorel, écrit en caractères gigantesques sur une planche qui domine le toit, elle occupait, il y a 6 ans, l'espace sur lequel on élève en ce moment le mur de la 4e terrasse des jardins de Monsieur de Rêneuil. Malgré sa fierté, Monsieur le maire a dû faire bien des démarches auprès du vieux Sorel, paysan dur et entêté. Il a dû lui compter de beaux louis d'or pour obtenir qu'il transportât son usine ailleurs. Quant au ruisseau public qui faisait aller la scie, Monsieur de Rêneuil, au moyen du crédit dont il jouit à Paris, a obtenu qu'il fût détourné. Cette grâce lui vint après les élections de 182. Il a donné à Sorel 4 arpents pour un, à 500 pas plus bas sur les bords du Doubs. Et quoique cette position fût beaucoup plus avantageuse pour son commerce de planches de sapin, le père Sorel, comme on l'appelle depuis qu'il est riche, a eu le secret d'obtenir de l'impatience et de la manie de propriétaire, qui animait son voisin, une somme de 6 000 f. Il est vrai que cet arrangement a été critiqué par les bonnes têtes de l'endroit. Une fois, c'était un jour de dimanche, il y a 4 ans de cela, Monsieur de Rêneuil, revenant de l'église en costume de maire, vit de loin le vieux Sorel, entouré de ses 3 fils, sourire en le regardant. Ce sourire a porté un jour fatal dans l'âme de Monsieur le maire. Il pense depuis lors qu'il eût pu obtenir l'échange à meilleur marché. Pour arriver à la considération publique à Verrières, l'essentiel est de ne pas adopter, tout en bâtissant beaucoup de murs, quelques plans apportés d'Italie par ces maçons, qui, au printemps, traversent les gorges du Jura pour gagner Paris. Une telle innovation vaudrait à l'imprudent bâtisseur une éternelle réputation de mauvaise tête, et il serait à jamais perdu auprès des gens sages et modérés, qui distribuent la considération en Franche-Comté. Dans le fait, ces gens sages y exercent le plus ennuyeux despotisme. C'est à cause de ce vilain mot que le séjour des petites villes est insupportable, pour qui a vécu dans cette grande république qu'on appelle Paris. La tyrannie de l'opinion, et quelle opinion, est aussi bête dans les petites villes de France qu'aux États-Unis d'Amérique. Fin du chapitre. Chapitre 2. Un maire. L'importance. Monsieur, n'est-ce rien? Le respect des sots, l'ébahissement des enfants, l'envie des riches, le mépris du sage. Barnave. Heureusement pour la réputation de Monsieur de Rêneuil comme administrateur, un immense mur de soutènement était nécessaire à la promenade publique, qui longe la colline à une centaine de pieds, au-dessus du cours du Doubs. Elle doit à cette admirable position une des vues les plus pittoresques de France. Mais à chaque printemps, les eaux de pluie sillonnaient la promenade, y creusaient des ravins et le rendaient impraticable. Cet inconvénient senti par tous mit Monsieur de Rêneuil dans l'heureuse nécessité d'immortaliser son administration par un mur de 20 pieds de hauteur et de 30 ou 40 toises de long. Le parapet de ce mur, pour lequel Monsieur de Rêneuil a dû faire 3 voyages à Paris, car l'avant-dernier ministre de l'Intérieur s'était déclaré l'ennemi mortel de la promenade de Verrières, le parapet de ce mur s'élève maintenant de 4 pieds au-dessus du sol. Et comme pour braver tous les ministres présents et passés, on le garnit en ce moment avec des dalles de pierre de taille. Combien de fois, songeant au bal de Paris abandonné la veille, et la poitrine appuyée contre ces grands blocs de pierre d'un beau gris tirant sur le bleu, mes regards ont plongé dans la vallée du Doubs. Au-delà, sur la rive gauche, serpentent 5 ou 6 vallées au fond desquelles l'œil distingue fort bien de petits ruisseaux. Après avoir couru de cascade en cascade, on les voit tomber dans le Doubs. Le soleil est fort chaud dans ces montagnes, lorsqu'il brille d'aplomb, la rêverie du voyageur est abritée sur cette terrasse par de magnifiques platanes. Leur croissance rapide et leur belle verdure tirant sur le bleu, ils la doivent à la terre rapportée, que Monsieur le maire a fait placer derrière son immense mur de soutènement, car, malgré l'opposition du conseil municipal, il a élargi la promenade de plus de 6 pieds, quoiqu'il soit ultra et moins libéral, je l'en loue. C'est pourquoi dans son opinion et dans celle de Monsieur Valenod, l'heureux directeur du dépôt de mendicité de Verrières, cette terrasse peut soutenir la comparaison avec celle de Saint-Germain-en-Laye. Je ne trouve quant à moi qu'une chose à reprendre au cours de la fidélité, on lit ce nom officiel en 15 ou 20 endroits, sur des plaques de marbre qui ont valu une croix de plus à Monsieur de Rêneuil. Ce que je reprocherais au cours de la fidélité,
c'est la manière barbare dont l'autorité fait tailler et tondre jusqu'au vif ces vigoureux platanes. Au lieu de ressembler par leur tête basse, ronde et aplatie, à la plus vulgaire des plantes potagères, ils ne demanderaient pas mieux que d'avoir ces formes magnifiques qu'on leur voit en Angleterre. Mais la volonté de monsieur le maire est despotique, et 2 fois par an, tous les arbres appartenant à la commune sont impitoyablement amputés. Les libéraux de l'endroit prétendent, mais ils exagèrent, que la main du jardinier officiel est devenue bien plus sévère, depuis que monsieur le vicaire Malon a pris l'habitude de s'emparer des produits de la tonte. Ce jeune ecclésiastique fut envoyé de Besançon, il y a quelques années, pour surveiller l'abbé Chélan et quelques curés des environs. Un vieux chirurgien-major de l'armée d'Italie, retiré à Verrières, et qui de son vivant était à la fois, suivant monsieur le maire, jacobin et bonapartiste, osa bien un jour se plaindre à lui de la mutilation périodique de ces beaux arbres. « J'aime l'ombre », répondit monsieur de Rênal avec la nuance de hauteur convenable quand on parle à un chirurgien, membre de la Légion d'honneur. « J'aime l'ombre. Je fais tailler mes arbres pour donner de l'ombre, et je ne conçois pas qu'un arbre soit fait pour autre chose, quand toutefois, comme l'utile noyer, il ne rapporte pas de revenus. » Voilà le grand mot qui décide de tout à Verrières, rapporter du revenu. À lui seul, il représente la pensée habituelle de plus des 3/4 des habitants. Rapporter du revenu est la raison qui décide de tout dans cette petite ville, qui vous semblait si jolie. L'étranger qui arrive, séduit par la beauté des fraîches et profondes vallées qui l'entourent, s'imagine d'abord que ses habitants sont sensibles au beau. Ils ne parlent que trop souvent de la beauté de leur pays. On ne peut pas nier qu'ils n'en fassent grand cas, mais c'est parce qu'elle attire quelques étrangers dont l'argent enrichit les aubergistes, ce qui, par le mécanisme de l'octroi, rapporte du revenu à la ville. C'était par un beau jour d'automne que monsieur de Rênal se promenait sur le cours de la Fidélité, donnant le bras à sa femme. Tout en écoutant son mari qui parlait d'un air grave, l'œil de madame de Rênal suivait avec inquiétude les mouvements de 3 petits garçons. L'aîné, qui pouvait avoir 11 ans, s'approchait trop souvent du parapet et faisait mine d'y monter. Une voix douce prononçait alors le nom d'Adolphe, et l'enfant renonçait à son projet ambitieux. Madame de Rênal paraissait une femme de 30 ans, mais encore assez jolie. « Il pourrait bien s'en repentir, ce beau monsieur de Paris », disait monsieur de Rênal d'un air offensé, et la joue plus pâle encore qu'à l'ordinaire. « Je ne suis pas sans avoir quelques amis au château. Mais quoique je veuille vous parler de la province pendant 200 pages, je n'aurai pas la barbarie de vous faire subir la longueur et les ménagements savants d'un dialogue de province. » Ce beau monsieur de Paris, si odieux au maire de Verrières, n'était autre que monsieur Appert, qui 2 jours auparavant, avait trouvé le moyen de s'introduire, non seulement dans la prison et le dépôt de mendicité de Verrières, mais aussi dans l'hôpital administré gratuitement par le maire et les principaux propriétaires de l'endroit. « Mais, disait timidement madame de Rênal, quel tort peut vous faire ce monsieur de Paris, puisque vous administrez le bien des pauvres avec la plus scrupuleuse probité. Il ne vient que pour déverser le blâme, et ensuite il fera insérer des articles dans les journaux du libéralisme. Vous ne les lisez jamais, mon ami. Mais on nous parle de ces articles jacobins, tout cela nous distrait et nous empêche de faire le bien. Quant à moi, je ne pardonnerai jamais au curé. » Historique. Fin du chapitre. Chapitre 3. Le bien des pauvres. Un curé vertueux et sans intrigue est une providence pour le village. Fleury. Il faut savoir que le curé de Verrières, vieillard de 80 ans, mais qui devait à l'air vif de ces montagnes une santé et un caractère de fer, avait le droit de visiter à toute heure la prison, l'hôpital et même le dépôt de mendicité. C'était précisément à 6 heures du matin que monsieur Appert, qui de Paris était recommandé au curé, avait eu la sagesse d'arriver dans une petite ville curieuse. Aussitôt, il était allé au presbytère. En lisant la lettre que lui écrivait monsieur le marquis de la Mole, pair de France, et le plus riche propriétaire de la province, le curé Chélan resta pensif. « Je suis vieux et aimé ici », se dit-il enfin à mi-voix, il n'oserait. Se tournant tout de suite vers le monsieur de Paris, avec des yeux où, malgré le grand âge, brillait ce feu sacré qui annonce le plaisir de faire une belle action un peu dangereuse. « Venez avec moi, monsieur, et en présence du geôlier et surtout des surveillants du dépôt de mendicité,
Veuillez n'émettre aucune opinion sur les choses que nous verrons. Monsieur Appert comprit qu'il avait affaire à un homme de cœur. Il suivit le vénérable curé, visita la prison, l'hospice, le dépôt, fit beaucoup de questions, et malgré d'étranges réponses, ne se permit pas la moindre marque de blâme. Cette visite dura plusieurs heures. Le curé invita à dîner Monsieur Appert, qui prétendit avoir des lettres à écrire. Il ne voulait pas compromettre davantage son généreux compagnon. Vers les 3 heures, ces messieurs allèrent achever l'inspection du dépôt de mendicité, et revinrent ensuite à la prison. Là, ils trouvèrent sur la porte le geôlier, espèce de géant de 6 pieds de haut et à jambes marquées. Sa figure ignoble était devenue hideuse par l'effet de la terreur. « Ah, monsieur, dit-il au curé dès qu'il l'aperçut, ce monsieur que je vois là avec vous, n'est-il pas monsieur Appert ? » « Qu'importe ? » dit le curé. « C'est que depuis hier j'ai l'ordre le plus précis, et que monsieur le préfet a envoyé par un gendarme, qui a dû galoper toute la nuit, de ne pas admettre monsieur Appert dans la prison. Je vous déclare, monsieur Noiroud, dit le curé, que ce voyageur qui est avec moi est monsieur Appert. Reconnaissez-vous que j'ai le droit d'entrer dans la prison à toute heure du jour et de la nuit, et en me faisant accompagner par qui je veux ? Oui, monsieur le curé, dit le geôlier à voix basse et baissant la tête comme un bouledogue, que fait obéir à regret la crainte du bâton. Seulement, monsieur le curé, j'ai femme et enfants, si je suis dénoncé on me destituera, je n'ai pour vivre que ma place. Je serais aussi bien fâché de perdre la mienne, reprit le bon curé d'une voix de plus en plus émue. Quelle différence, reprit vivement le geôlier. Vous, monsieur le curé, on sait que vous avez 800 livres de rente, du bon bien au soleil. Tels sont les faits qui, commentés, exagérés de 20 façons différentes, agitaient depuis 2 jours toutes les passions haineuses de la petite ville de Verrières. Dans ce moment, il servait de texte à la petite discussion que monsieur de Rênal avait avec sa femme. Le matin, suivi de monsieur Valenod, directeur du dépôt de mendicité, il était allé chez le curé, pour lui témoigner le plus vif mécontentement. Monsieur Chélan n'était protégé par personne, il sentit toute la portée de leurs paroles. Eh bien, messieurs, je serai le 3e curé de 80 ans d'âge que les fidèles verront destitué dans ce voisinage. Il y a 56 ans que je suis ici, j'ai baptisé presque tous les habitants de la ville, qui n'était qu'un bourg quand j'y arrivais. Je marie tous tes jours des jeunes gens, dont jadis j'ai marié les grands-pères. Verrières est ma famille, mais la peur de la quitter ne me fera point transiger avec ma conscience, ni admettre un autre directeur de mes actions. Je me suis dit en voyant l'étranger, cet homme venu de Paris, peut-être à la vérité un libéral, il n'y en a que trop, mais quel mal peut-il faire à nos pauvres et à nos prisonniers ? Les reproches de monsieur de Rênal, et surtout ceux de monsieur Valenod, le directeur du dépôt de mendicité, devenant de plus en plus vifs. « Eh bien, messieurs, faites-moi destituer », s'était écrié le vieux curé d'une voix tremblante. « Je n'en habiterai pas moins le pays. On sait qu'il y a 48 ans, j'ai hérité d'un champ qui rapporte 800 livres. Je vivrai avec ce revenu. Je ne fais point d'économies illicites dans ma place, moi, messieurs, et c'est peut-être pourquoi je ne suis pas si effrayé quand on parle de me la faire perdre. » Monsieur de Rênal vivait fort bien avec sa femme, mais ne sachant que répondre à cette idée, qu'elle lui répétait timidement, quel mal ce monsieur de Paris peut-il faire aux prisonniers ? Il était sur le point de se fâcher tout à fait, quand elle jeta un cri. Le second de ses fils venait de monter sur le parapet du mur de la terrasse, et y courait quoique ce mur fût élevé de plus de 20 pieds sur la vigne qui est de l'autre côté. La crainte d'effrayer son fils et de le faire tomber, empêchait madame de Rênal de lui adresser la parole. Enfin l'enfant, qui riait de sa prouesse, ayant regardé sa mère, vit sa pâleur, sauta sur la promenade et accourut à elle. Il fut bien grondé. Ce petit événement changea le cours de la conversation. « Je veux absolument prendre chez moi Sorel, le fils du sieur de Planche, dit monsieur de Rênal. Il surveillera les enfants, qui commencent à devenir trop diables pour nous. C'est un jeune prêtre, ou autant vaut bon latiniste, et qui fera faire des progrès aux enfants, car il a un caractère ferme, dit le curé. Je lui donnerai 300 francs, et la nourriture. J'avais quelques doutes sur sa moralité, car il était le benjamin de ce vieux chirurgien, membre de la Légion d'honneur, qui, sous prétexte qu'il était leur cousin,
était venu se mettre en pension chez les Sorel. Cet homme pouvait fort bien n'être au fond qu'un agent secret des libéraux. Il disait que l'air de nos montagnes faisait du bien à son asthme, mais c'est ce qui n'est pas prouvé. Il avait fait toutes les campagnes de Bonaparte en Italie, et même avait, dit-on, signé nom pour l'Empire dans le temps. Ce libéral montrait le latin au fils Sorel, et lui a laissé cette quantité de livres qu'il avait apportés avec lui. Aussi n'aurais-je jamais songé à mettre le fils du charpentier auprès de nos enfants, mais le curé, justement la veille de la scène qui vient de nous brouiller à jamais, m'a dit que ce Sorel étudie la théologie depuis 3 ans, avec le projet d'entrer au séminaire. Il n'est donc pas libéral, et il est latiniste. Cet arrangement convient de plus d'une façon, continua M. de Rênal, en regardant sa femme d'un air diplomatique. Le Valenod est tout fier des 2 beaux Normands qu'il vient d'acheter pour sa calèche. Mais il n'a pas de précepteur pour ses enfants. Il pourrait bien nous enlever celui-ci. Tu approuves donc mon projet ? Dit M. de Rênal, remerciant sa femme par un sourire de l'excellente idée qu'elle venait d'avoir. Allons, voilà qui est décidé. Ah bon Dieu, mon cher ami, comme tu prends vite un parti. C'est que j'ai du caractère, moi, et le curé l'a bien vu. Ne dissimulons rien, nous sommes environnés de libéraux ici. Tous ces marchands de toile me portent envie, j'en ai la certitude. 2 ou 3 deviennent des Richards, eh bien, j'aime assez qu'ils voient passer les enfants de M. de Rênal allant à la promenade sous la conduite de leur précepteur. Cela imposera. Mon grand-père nous racontait souvent que dans sa jeunesse, il avait eu un précepteur. C'est 100 écus qu'il m'en pourra coûter, mais ceci doit être classé comme une dépense nécessaire pour soutenir notre rang. Cette résolution subite laissa Madame de Rênal toute pensive. C'était une femme grande, bien faite, qui avait été la beauté du pays, comme on dit dans ces montagnes. Elle avait un certain air de simplicité, et de la jeunesse dans la démarche, aux yeux d'un Parisien. Cette grâce naïve, pleine d'innocence et de vivacité, serait même allée jusqu'à rappeler des idées de douce volupté. Si elle eût appris ce genre de succès, Madame de Rênal en eût été bien honteuse. Ni la coquetterie, ni l'affection n'avaient jamais approché de ce cœur. Monsieur Valenod, le riche directeur du dépôt, passait pour lui avoir fait la cour, mais sans succès, ce qui avait jeté un éclat singulier sur sa vertu, car ce monsieur Valenod, grand jeune homme, taillé en force, avec un visage coloré et de gros favoris noirs, était un de ces êtres grossiers, effrontés et broyants qu'en province on appelle de beaux hommes. Madame de Rênal, fort timide, et d'un caractère en apparence fort inégal, était surtout choquée du mouvement continuel, et des éclats de voix de monsieur Valenod. L'éloignement qu'elle avait pour ce qu'à Verrières on appelle de la joie, lui avait valu la réputation d'être très fière de sa naissance. Elle n'y songeait pas, mais avait été fort contente de voir les habitants de la ville venir moins chez elle. Nous ne dissimulerons pas qu'elle passait pour sotte aux yeux de leurs dames, parce que sans nulle politique à l'égard de son mari, elle laissait échapper les plus belles occasions de se faire acheter de beaux chapeaux de Paris ou de Besançon. Pourvu qu'on la laissât seule errer dans son beau jardin, elle ne se plaignait jamais. C'était une âme naïve, qui jamais ne s'était élevée même jusqu'à juger son mari, et à s'avouer qu'il l'ennuyait. Elle supposait sans se le dire qu'entre mari et femme, il n'y avait pas de plus douce relation. Elle aimait surtout M. de Rênal quand il lui parlait de ses projets sur leurs enfants, dont il destinait l'un à l'épée, le second à la magistrature, et le troisième à l'église. En somme, elle trouvait M. de Rênal beaucoup moins ennuyeux que tous les hommes de sa connaissance. Ce jugement conjugal était raisonnable. Le maire de Verrières devait une réputation d'esprit et surtout de bon ton à une demi-douzaine de plaisanteries dont il avait hérité d'un oncle. Le vieux capitaine de Rênal servait avant la Révolution dans le régiment d'infanterie de Monsieur le duc d'Orléans, et quand il allait à Paris, était admis dans les salons du prince. Il y avait vu Madame de Montesson, la fameuse Madame de Genlis, Monsieur Ducret, l'inventeur du Palais Roval. Ces personnages ne reparaissaient que trop souvent dans les anecdotes de Monsieur de Rênal. Mais peu à peu ce souvenir de choses aussi délicates à raconter était devenu un travail pour lui, et depuis quelque temps, il ne répétait que dans les grandes occasions ces anecdotes relatives à la maison d'Orléans. Comme il était d'ailleurs fort poli, excepté lorsqu'on parlait d'argent, il passait avec raison pour le personnage le plus aristocratique de Verrières.
Fin du chapitre. Chapitre 4. Un père et un fils. Sarà mia colpa, ce cosier? Machiavelli. Ma femme a réellement beaucoup de tête, se disait le lendemain à 6 heures du matin, le maire de Verrières, en descendant à la scie du père Sorel. Quoique je le lui ai dit, pour conserver la supériorité qui m'appartient, je n'avais pas songé que si je ne prends pas ce petit abbé Sorel, qui dit-on sait le latin comme un ange, le directeur du dépôt, cette âme sans repos, pourrait bien avoir la même idée que moi et me l'enlever. Avec quel ton de suffisance il parlerait du précepteur de ses enfants. Ce précepteur, une fois à moi, portera-t-il la soutane? Monsieur de Rênal était absorbé dans ce doute, lorsqu'il vit de loin un paysan, homme de près de 6 pieds, qui dès le petit jour, semblait fort occupé à mesurer des pièces de bois déposées le long du Doubs, sur le chemin de halage. Le paysan n'eut pas l'air fort satisfait de voir approcher monsieur le maire, car ces pièces de bois obstruaient le chemin, et étaient déposées là en contravention. Le père Sorel, car c'était lui, fut très surpris et encore plus content de la singulière proposition que monsieur de Rênal lui faisait pour son fils Julien. Il ne l'en écouta pas moins avec cet air de tristesse mécontente et de désintérêt, dont sait si bien se revêtir la finesse des habitants de ces montagnes. Esclave du temps de la domination espagnole, il conserve encore ce trait de la physionomie du fellah de l'Égypte. La réponse de Sorel ne fut d'abord que la longue récitation de toutes les formules de respect qu'il savait par cœur. Pendant qu'il répétait ces vaines paroles, avec un sourire gauche qui augmentait l'air de fausseté et presque de friponnerie naturelle à sa physionomie, l'esprit actif du vieux paysan cherchait à découvrir quelle raison pouvait porter un homme aussi considérable à prendre chez lui son vaurien de fils. Il était fort mécontent de Julien, et c'était pour lui que monsieur de Rênal lui offrait le gage inespéré de 300 francs par an, avec la nourriture et même l'habillement. Cette dernière prétention, que le père Sorel avait eu le génie de mettre en avant subitement, avait été accordée de même par monsieur de Rênal. Cette demande frappa le maire. Puisque Sorel n'est pas ravi et comblé par ma proposition, comme naturellement il devrait l'être, il est clair, se dit-il, qu'on lui a fait des offres d'un autre côté et de qui peuvent-elles venir, si ce n'est du Valenod. Ce fut en vain que monsieur de Rênal pressa Sorel de conclure sur le champ. L'astuce du vieux paysan s'y refusa opiniâtrement. Il voulait, disait-il, consulter son fils, comme si en province, un père riche consultait un fils qui n'a rien, autrement que pour la forme. Une scie à eau se compose d'un hangar au bord d'un ruisseau. Le toit est soutenu par une charpente qui porte sur 4 gros piliers en bois. À 8 ou 10 pieds d'élévation, au milieu du hangar, on voit une scie qui monte et descend, tandis qu'un mécanisme fort simple pousse contre cette scie une pièce de bois. C'est une roue mise en mouvement par le ruisseau qui fait aller ce double mécanisme, celui de la scie qui monte et descend, et celui qui pousse doucement la pièce de bois vers la scie, qui la débite en planche. En approchant de son usine, le père Sorel appela Julien de sa voix de stentor, personne ne répondit. Il ne vit que ses fils aînés, espèces de géants qui, armés de lourdes haches, écarissaient les troncs de sapin, qu'ils allaient porter à la scie. Tout occupés à suivre exactement la marque noire tracée sur la pièce de bois, chaque coup de leur hache en séparait des copeaux énormes. Ils n'entendirent pas la voix de leur père. Celui-ci se dirigea vers le hangar en y entrant. Il chercha vainement Julien à la place qu'il aurait dû occuper, à côté de la scie. Il l'aperçut à 5 ou 6 pieds plus haut, à cheval sur l'une des pièces de la toiture. Au lieu de surveiller attentivement l'action de tout le mécanisme, Julien lisait. Rien n'était plus antipathique au vieux Sorel. Il eût peut-être pardonné à Julien sa taille mince peu propre aux travaux de force et si différente de celle de ses aînés, mais cette manie de lecture lui était odieuse, il ne savait pas lire lui-même. Ce fut en vain qu'il appela Julien 2 ou 3 fois. L'attention que le jeune homme donnait à son livre, bien plus que le bruit de la scie, l'empêcha d'entendre la terrible voix de son père. Enfin, malgré son âge, celui-ci sauta lestement sur l'arbre soumis à l'action de la scie, et de là sur la poutre transversale qui soutenait le toit. Un coup violent fit voler dans le ruisseau le livre que tenait Julien. Un second coup aussi violent, donné sur la tête en forme de calotte, lui fit perdre l'équilibre. Il allait tomber à 12 ou 15 pieds plus bas, au milieu des leviers de la machine en action, qui l'eussent brisé,
mais son père le retint de la main gauche, comme il tombait. Eh bien, paresseux, tu liras donc toujours tes maudits livres pendant que tu es de garde à la scie? Lis-les le soir, quand tu vas perdre ton temps chez le curé, à la bonne heure. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.